Bonjour à tous, bienvenue sur François pour un nouveau défi de la vérité. Nous recevons aujourd'hui Stéphane Espic, qui est un multi-activiste, multi-récidiviste, peut-on dire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes venu avec un homard. Symbole des privilèges. Pouvez-vous, c'est un hommage à François de Rugy ou pouvez-vous nous raconter son histoire? Bon, on va pas dire que c'est un hommage, c'est malheureusement tous ces tartuffes de politocards qui mangent à la gamelle et donc sur le dos des Français. Et donc avec ce homard géant, bien que ça lui fasse mal à la tête, comme le champagne, il n'aurait jamais dû accepter ce poste, monsieur de Rugy, mais c'est devenu en effet le symbole des privilèges. Et donc, comme disait aussi Macron, il faut chevaucher la bête. Donc je chevauche la bête. Donc j'embêterai encore Macron à Brégançon cet été, le 15 août, avec une brigade de homards. Et donc nous serons sous les fenêtres, comme d'habitude, à dénoncer les privilèges. C'est un fait divers qui vous a attiré déjà des ennuis avec ce homard, ou plutôt son jumeau oui, gonflable. Oui, racontez-nous. C'est votre 9e. Racontez-nous votre mésaventure judiciaire, du coup. Je lui avais barbouillé la queue du homard, donc en mettant Brigitte pédophiloteuse, violeuse des meubles de l'Élysée, etc., etc. Ça n'avait pas plu à madame, qui m'avait fait donc un procès. Et donc, c'était une nullité de procédure. Je suis sorti du procès en disant ils sont nuls. Bien sûr, on sait très bien qu'ils sont nuls, toute cette clique au pouvoir. Et donc, dans mes procès, comme je l'ai dit, une vingtaine de procès en tout. Et donc, je fais des procès inversatoires. C'est-à-dire que je me laisse attaquer sur un fait insignifiant. Il faut de la quérulence d'État à faire des procédures abusives contre moi, garde à vue, etc. On arrive sur des procès complètement loufoques. Donc, autant rentrer dans la tartufferie jusqu'au bout. Donc je me dis moi-même bouffon du roi, parce que j'ose dire des vérités au pied du roi. Et donc plein de procès comme ça, par quérulence d'État. Et j'inverse la charge contre eux pour dire mais si je fais ces bouffonneries à vos pieds, c'est parce que vous êtes des tartuffes absolus, des malades imaginaires, des bourgeois qui vous croyez gentilshommes, mais par contre vous n'êtes que des tartuffes et vous dévoyez le pouvoir, vous ne respectez pas la Ve République, vous ne respectez pas la volonté populaire quand elle vous dit non en 2005 sur un référendum, non au traité de fonctionnement de l'Union européenne, eh bien on n'impose pas au traité de Lisbonne 3 ans après, et le traité par Sarkozy, et donc c'est un déni de démocratie. Ils nous ont déjà enterré la démocratie en 2008, avec ce déni absolu de démocratie. Et là, donc, il y a 3 jours, le Tartuffe, à l'Élysée, il nous a sorti, donc il a instauré l'apartheid, maintenant, entre ceux qui sont vaccinés et ceux qui ne le sont pas. Et donc, on continue dans la tartufferie absolue, ce bourgeois gentilhomme, qui est en fait un malade, mais pas si imaginaire que ça. Voilà un tableau qui est très gai. Mais oui, il faut être gai, parce que il faut faire l'inverse. Ils instaurent la peur. La peur annule l'action. Et si on n'a pas peur, on est dans l'action. Moi, intrépide, bouffonnerie absolue, je me marre en permanence, j'ai les flics en permanence sur le dos, mais je n'ai pas peur. Et donc c'est pour ça que j'agis. Et eux, ils sont en train de terroriser la population française pour que justement les gens ne réagissent plus et restent dans leur terrier. C'est insupportable. Et comment vous en êtes arrivé à vous engager autant? Vous avez été une des figures de ce mouvement protéiforme des Gilets jaunes, donc il y a 2 ou 3 ans, enfin qui continue d'ailleurs pour une bonne part. Quel itinéraire vous a amené à vous engager ainsi? Moi je dirais, un gilet jaune de la première heure. Non pas en 2017, en 2018, je veux dire, le 17 novembre 2018, mais si vous remontez sur mes posts, déjà en 2015, c'est suite à Charlie Hebdo. J'ai été Charlie quelques jours, et quand j'ai vu la tartufferie organisée par l'exécutif, avec Hollande, aller défiler à République, avec Benjamin Netanyahou et compagnie, je me suis dit, c'est pas possible. Une récupération de cette façon-là, ça n'est plus possible. En quoi c'était une tartufferie pour vous? Mais en plus, on voyait bien, ils étaient en triangle, soi-disant au milieu de la foule, alors qu'ils étaient complètement isolés de la foule. La foule était poussée sur les côtés. On était en état d'urgence, risque visiblement d'attentat, etc. Et tout le monde est invité place de la République. Tout d'un coup, il n'y a plus d'état d'urgence, alors qu'un camion aurait pu foncer dans la foule. Enfin, c'était important quand même de manifester une forme d'union nationale à ce moment-là, dans l'émotion, de la compassion. Comme on l'a dit, nationale. Mais pas de ces représentants qui n'ont pas été capables de nous protéger de ces attentats. D'accord. Et eux, ils auraient dû se terrer, ils auraient dû se taire, ils auraient dû rester à l'Élysée, parce que je n'appelle plus ça l'Élysée, c'est l'Élysée. Ils auraient dû rester à l'Élysée, laisser la population manifester sa douleur, mais pas s'associer dans cette mascarade de chefs d'État, une centaine de chefs d'État dans Paris. C'était totalement à vomir. Et c'est là que je me suis réveillé. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'ils venaient pleurer sur des actes dont ils ont été en partie complices, ou indirectement? Alors, je dirais pas complices,
mais inactifs. Et ils ont laissé faire. Responsable par omission, si on peut dire. Exactement. Oui, je pense qu'il y a de ça. Et donc, comme je disais, enfin, ils auraient dû être hyper discrets. Et là, on avait vraiment un deuil national. Et donc, je ne pouvais plus être Charlie. Il y a eu une forme d'indécence, du coup, dans les manifestations, vous trouvez, qui aurait dû être peut-être plus recueillie, moins démonstrative. Exactement. Heureusement, il y a une mouette qui est passée par là, qui a chié sur Hollande. Qui est venue ramener au ridicule de la situation. Exactement. Donc, vive les mouettes. Et donc, c'est de là que votre éveil politique, si on peut dire, donc en 2015. Et puis ensuite, vous avez été de beaucoup de combats, de beaucoup de causes. Juste pour revenir sur 2015, et donc le 17 janvier, je détournais une publicité de la sécurité routière à laquelle avait participé donc, Karl Lagerfeld, qui disait c'est moche, ça va avec rien. Ça ne sert à rien, mais ça peut vous sauver la vie. Ça peut sauver des vies, voilà. Donc, à propos du gilet jaune à l'époque, qui n'avait pas encore cette connotation. Tout à fait. Voilà. Donc je suis le 3e à avoir détourné cette pub, et donc d'avoir dit, il faut sortir dans la rue avec des gilets jaunes, mettez des caricatures sur vous tous les jours, mais manifestez votre colère par rapport à tout ce qui se passe, tous ces mensonges. Parce que là, ça devenait vraiment... on est dans un monde de mensonges, mais là, ça devenait trop visible. Et donc, il fallait sortir avec ces gilets jaunes. Et donc, j'ai fait ce post le 17 janvier 2015. Donc, l'idée du gilet jaune, vous revendiquez en avoir été un des... Non, parce que quand vous regardez le nombre de personnes qui ont liké tout ça, il n'y a personne pratiquement, je n'étais pas connu, etc. Je ne suis pas un des gilets jaunes de novembre-décembre 2018, mais par contre après j'étais très actif et donc j'étais même déclarant de manif à partir de l'acte 11 avec Sophie Tissier, et j'ai déclaré avec elle donc l'acte 13 où je m'étais déjà frité avec elle, donc coupé le téléphone, donc je ne pouvais plus rentrer en contact avec elle alors qu'elle était contact police, il fallait guider les gilets jaunes dans Paris, et j'ai déclaré tout seul l'acte 14 et j'ai redéclaré l'acte 15 dans Paris. D'accord, donc ça vous a valu tout ça, beaucoup de garde à vue, beaucoup de mésaventures judiciaires? Aucune jusqu'à présent. Et par contre, quand j'ai vu que les manifestations, ça servait à rien, alors que j'étais en contact régulier et que j'avais manifesté pendant le seul rond-point que j'ai tenu pendant un mois, c'est le rond-point des Champs-Élysées, Marcel Dassault. Parce que j'avais demandé à pouvoir manifester le mercredi matin à 10h devant le Grand Palais, le Petit Palais, où vous avez tout le défilé des ministres qui vont au Conseil des ministres, et je voulais leur faire des doigts d'honneur. Et la préfecture m'empêchait d'aller manifester donc, sur Roosevelt, et donc ils m'avaient mis sur Marcel Dassault. J'aurais dit, mais si vous ne me mettez pas là où je veux le mercredi matin, je vais vous faire des déclarations tous les jours. Et je l'ai fait pendant un mois, pendant le grand blabla, le grand débat, donc du 19 février jusqu'au 17 mars. Tous les jours, je déclarais des manifestations. Et j'ai fait des grandes banderoles. Au début, vous aviez par exemple le DAR, dispositif d'action rapide. C'est eux qui cassent les têtes, les motards, qui s'appelle maintenant la Brave. Et bien, j'avais tiré une grande banderole de 10 mètres. Les nouveaux voltigeurs voilà. à moto. Et donc, j'avais marqué Castaner s'arrachera le cul en nous plantant son dard. L'arème des abeilles, etc. Le surlendemain, il changeait le DAR en Brave. Ah, donc c'est à cause de vous qu'ils ont changé de nom, peut-être. Bah oui. En tout cas, il y a une coïncidence, voilà, disons, sur le changement de nom. C'est bouffonnesque, mais bon, il faut y aller, il faut oser. Vous étiez installé à Paris à ce moment-là, parce que vous êtes originaire de Savoie, de Haute-Savoie, et vous êtes des attaches en Suisse, il me semble aussi. Oui, je suis né en Suisse, à Martigny. Voilà. Du coup, vous faisiez des allers-retours. Comment vous avez... Avant le Covid, j'étais 3/4 du temps à Paris et 1/4 du temps en Haute-Savoie, parce que mes parents sont là-bas, et puis comme je dis, je suis SDF, sans domicile fixe, mais j'ai plusieurs domiciles, mais ils sont pas fixes. Moi, je suis un vrai SDF, mais je dors pas dans la rue. Donc c'est un abus de langage de dire SDF, ceux qui dorment dans la rue, c'est plutôt des sans-abri, sans rien du tout. Moi, je me revendique dans mes gardes à vue, etc. Quand ils me demandent de quelle adresse, je leur dis Annecy, c'est mes parents. Et puis autrement, je suis sans domicile fixe. Donc quand ils me demandent mais vous avez dormi où la veille, etc. l'avant-veille, c'est toujours des adresses différentes. Donc ça les rendait fous. Donc je m'amusais avec ça. Mais voilà, donc je suis et depuis le Covid, j'ai inversé, donc je suis 3/4 du temps ou 4/5 du temps à Annecy, et puis 1/5 sur Paris. Et donc vous menez une vie itinérante et militante, et vous avez pas seulement fait des actions, des coups d'éclat et manifestations et autres, vous avez aussi essayé de conceptualiser, de nourrir votre réflexion en étant l'auteur d'un livre. Est-ce que vous pouvez nous en parler qui se veut une boîte à outils, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc j'ai fait plusieurs petits bouquins qui sont gratuits sur Internet. Là, j'ai imprimé simplement un exemple. Donc, tout ça, c'est accessible sur espic.eu. Donc, c'est mon site internet qui veut dire ensemble.
soutenons des projets d'initiative citoyenne. Ah, ça tombe bien. Ouais, ça tombe bien. Donc j'ai un nom facile, donc voilà. Et donc vous avez petit bouquin qu'on peut télécharger sur mon site internet. Et donc il y a 2 bouquins actuellement, je suis en train d'écrire. Il y a 100 bitonio. Ça, c'est quand je n'ai plus mon petit bitonio sur la tête. Ça, c'est la tarte de chasseur alpin. Donc, vous voyez, un petit bitonio. Donc, quand je suis en garde à vue, c'est 100 bitonio. Et donc, c'est très caustique. Frédéric Dard. Exactement. C'est dans la lignée de Frédéric Dard. Donc, il y avait 100 Antonio. Ben, là, moi, c'est 100 bitonio. Et puis, vous avez l'autre. Donc, c'est consacré à vos gardes à vue. C'est une sorte de chronique humoristique de vos péripéties policières et judiciaires, quoi. Voilà, tout à fait. Actuellement, il y a 22 gardes à vue. Et puis, il y a donc 5 procès. Alors, au-delà de la bouffonnerie, comme vous dites, vous avez aussi écrit un livre plus sérieux. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Donc, il s'appuie sur l'article 2 des droits de l'homme. C'est la résistance à l'oppression. C'est-à-dire que vous savez très bien que je suis, je dirais, le porte-flingue de Wilfried Paris. Wilfried Paris, c'est donc un avocat empêché. Qui a déposé plusieurs recours en excès de pouvoir contre nomination de Macron. Enfin, c'est pas un rep, mais c'était une autre procédure au Conseil constitutionnel. Au Conseil d'État, il a fait plusieurs reps contre Dupond-Moretti, recours en excès de pouvoir sur la nomination de Dupond-Moretti, sur la nomination de Jean-François Bonnert, qui est l'actuel chef du parquet national financier. On va faire un recours en excès de pouvoir contre Rémi Heinz, qui est le procureur de Paris, qui passe procureur général de cour d'appel de Paris. Donc, je le retrouve encore contre moi. C'est celui-là. Donc, ça va vous attirer des ennuis. Hein. Oui, je sais, mais je vais au procès. Donc, Rémi Heinz, c'est pareil, l'Allemand. Je fais une déclaration de manif le 1er mai de l'année dernière, 27 km dans Paris. Et ça faisait 27 km. C'est-à-dire qu'on partait ici, c'est vraiment le parcours. Vous partez de Bercy, on montait jusqu'à la plaine Saint-Denis, on redescendait par Saint-Ouen, et on arrivait donc aux catacombes. Eh bien, ça faisait 27 km, il n'a pas aimé. Il m'a fait un procès. Et je suis en appel donc, de ce procès le 18 octobre à la cour d'appel de Paris. Mais donc ça, on a bien compris, vous cherchez les ennuis pour faire passer des messages. Voilà. Ouais, enfin, c'est une tactique. Oui, on a bien compris ça, mais au-delà de la résistance à l'oppression pour laquelle vous faites feu de tout bois, quel est votre corpus, votre message principal? Si vous deviez résumer en quelques phrases le cœur de votre combat politique. Article 2 des droits de l'homme, l'objectif de toute association politique est la préservation des droits fondamentaux et naturels et imprescriptibles, à savoir la liberté, en ce moment, bonjour à la liberté, la sécurité, bonjour à la sécurité quand on a justement tous les mutilés, et là vous avez donc dans ce bouquin des mutilés, la propriété qui est mise à mal avec justement le problème du Covid, du co-Covid. C'est une nouvelle religion que j'appelle le co-Covid. On va en parler, le Covid. Donc, qui vient donc fragiliser la population, et donc la population qui risque de perdre, parce qu'elle a beaucoup moins de ressources, risque de perdre son logement. Donc, propriété est mise à mal. Et la résistance à l'oppression. Le 4e droit fondamental de l'article 2 des droits de l'homme, on ne va pas le chercher bien loin, il est dans le bloc constitutionnel. C'est la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Le 4e droit naturel et imprescriptible, c'est la résistance à l'oppression. Vous n'avez pas un avocat en France qui a plaidé la résistance à l'oppression. Toute l'action que je mène et toute ma stratégie judiciaire est basée sur la résistance à l'oppression. La tactique de terrain de provoquer, on me fait un procès, je le fais inversatoire, et j'accuse les autres d'oppression, et j'explique ma démarche. Si je vous ai provoqué, c'est parce que vous ne respectez pas la Constitution, vous ne respectez pas les droits de l'homme, et vous ne respectez pas, justement, les privilèges s'effondrent, et c'est très bien qu'ils s'effondrent. Vous ne respectez pas le droit, vous êtes tordu, vous tordez le droit, c'est-à-dire que vous osez faire des fausses déclarations. Les commissaires, hier, j'ai fait 2 directs face au commissaire Sell. Je suis en procès contre lui, en cours d'appel, donc ça sera le 10 octobre. Moi, j'ai un mois d'octobre hallucinant. Donc, c'est vous qui encombrez les tribunaux, en fait. Non, c'est eux. C'est eux qui encombrent les tribunaux. Et moi, en tant que citoyen, qui respecte le droit, je leur fais remarquer qu'ils tordent le droit pour opprimer la population. Vous avez été condamné quand même déjà. Oui, mais jamais définitivement, parce que je fais toujours appel. Ouais.
Je ne lâche rien. Le problème, c'est que les Gilets jaunes disent on lâche rien, mais ils se font biaiser par des avocats pourris qui ne vont pas jusqu'au bout des procédures. Et moi, dès la première instance, je tape très fort grâce à Wilfried Paris, qui me donne des informations. C'est-à-dire, comme on tape très fort dès la première instance, on fait des notes écrites que l'on dépose au procureur, au greffe et au président du tribunal. Et dans ces notes écrites, on fait référence à l'article 2 des droits de l'homme, la résistance à l'oppression, et on fait référence à l'article 7 et 14, et voire 10 et 11 de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, procès équitable, article 7. La non-discrimination, article 14 de la CEDH. Qu'est-ce qu'on en fait de la discrimination? Une discrimination pure et simple. On le voit bien avec les Gilets jaunes. Il y a une discrimination qui s'est faite sur les Gilets jaunes. Et maintenant, nous sommes en apartheid depuis le 12 juillet, où vous avez Macron qui déclare l'apartheid pour ostraciser les gens non vaccinés. Qui annonce en plus l'apartheid, comme si c'était la vote était une formalité. Voilà. Il annonce un projet de loi qui sera voté et promulgué. Donc par la main de Godillot, il officialise que le Parlement ne sert à rien sinon à ratifier ce que le gouvernement a décidé, ce que l'exécutif, donc lui-même, a décidé. Donc au lieu d'avoir une séparation des pouvoirs à la Montesquieu, on a une fusion des pouvoirs. Ils sont tous de mèche, et c'est ce que j'appelle la caste au pouvoir, où cette bourgeoisie qui bénéficie du dévoiement de la loi, qui tordent les droits parce que c'est des francs-macs, etc., tout ce qui se retrouve dans des choses obscures. Et donc, après, au-dessus de ça, au-dessus de cette franc-maçonnerie, franc-mafieuserie plutôt, c'est la franc-mafieuserie, des mafieux qui se côtoient entre eux, entre les juges, certains juges, pas tous, hein, mais on va dire qu'un quart des juges sont francs-macs, ils côtoient donc la mafia, et donc petits arrangements entre amis. Après, au-dessus de ça, vous avez le dîner du siècle qui vient rajouter une couche. Au-dessus de ça, vous avez ensuite Davos. Vous montez encore plus haut, vous avez donc le Bilderberg, et tout là-haut, c'est le soleil. Là, on va vous accuser de faire une sorte de pyramide conspirationniste des pouvoirs occultes qui tirent toutes les ficelles. Vous savez bien qu'on peut pas vraiment dire ça. Vous croyez vraiment à une telle architecture aussi nette? Il y a sans doute des influences qui tentent d'avancer leur pion idéologique pour la marge des choses politiques, économiques du monde, mais c'est sans doute pas aussi net que ça, non? Il faut bien entretenir le flou. Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Donc, ils vont pas vous faire clairement les choses. Mais c'est comme pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, quand on disait, par exemple, les Juifs partent en camp de vacances, donc faut plus qu'ils côtoient la population française, eh bien, les Français étaient très contents. Voilà, ils partent en vacances ailleurs, je sais pas où ils partent, etc. Ils voulaient pas vraiment savoir. Et donc, on savait qu'ils partaient pas vraiment en vacances. Même si l'horreur des camps était méconnue à l'époque. Oui, mais ils savaient très bien qu'il y avait quelque chose qui se passait par rapport aux Juifs. Et donc, ils se sont tus. Pas tous. Avant, c'était les communistes. Ils partaient, on ne sait pas où, en vacances, les communistes, mais bon, ils disparaissaient. Avant, c'est les francs-macs, justement. Tous ces gens partaient, ils partaient pas dans des camps de vacances. Mais la population française disait, ils partent, on ne sait pas où ils partent. Mais ils savaient très bien qu'ils partaient au mauvais endroit, quoi. Eh bien, là, c'est pareil. On nous fait croire que on divague. Eh bien non, on voit bien que auparavant dans l'histoire, il y a eu des grosses exactions de commises et les Français faisaient des autruches. Donc là, on est comme en 40, on est actuellement, pour faire l'analogie, on est en janvier 44. C'est-à-dire que les privilèges se dégonflent et en janvier 44, donc vous avez 81% de la population française qui était donc collabo. Vous avez 20% qui disaient peut-être que ça commence à piquer un petit peu. En réalité, c'était une grosse majorité de plutôt attentistes et une grosse minorité de collaborateurs et une grosse minorité de résistants. Ils étaient derrière Pétain quand même. Ils étaient pro-Pétain quand même. La France était pro-Pétain. Après, vous avez 1 ou 2% qui étaient vraiment résistants. Vous avez 18% qui disaient ça pique un petit peu beaucoup. Et vous avez 80% qui disaient Pétain, notre chef suprême, était un petit père des peuples, on continue à le suivre. Bon. Et donc, en août 44, c'est complètement inversé. Vous avez 80% de résistants, vous avez 20% de calabos, etc. Donc, vous voyez, ça se bascule, et c'est pas des personnes qui ont d'énormes convictions. Donc, les gilets jaunes, eh bien, ce ne sont plus des moujons. Parce que là, actuellement, on a une population de moujons, des moutons pigeons. Donc, ils se font plumer, ils se font tondre. Donc là, les gilets jaunes restent un peu moutons, malheureusement, mais ils ne sont plus pigeons à se faire plumer. Ils refusent de se faire plumer.
Donc ils ont réagi, mais ils restent un peu trop moutons et on n'arrive pas justement à ce qu'ils deviennent des vrais électrons libres et se rapprocher justement de noyaux durs qu'on essaie de faire avec tout ça. On essaie de faire des noyaux durs. Et ce qui est très intéressant par rapport aux autres révolutions, j'ai discuté avec une historienne suite au film, par exemple, de David Dufresne sur Un pays qui se tient sage. Et donc, il y avait deux personnes. Il y avait j'ai oublié son nom, cette historienne, qui avait fait donc, une analyse sur la Révolution française de 1789, 1830 justement, et 1848. Mais elle n'avait pas fait 1870, la Commune, dommage. Eh bien, elle disait, dans ces révolutions, vous aviez des intellectuels. Et le problème actuellement des Gilets jaunes, c'est qu'on manque d'intellectuels. Il n'y a pas assez de personnes qui aient vraiment une tactique de terrain sur les barricades, entre guillemets, une stratégie nationale avec une politique définis qu'ils veulent faire appliquer. Il y a quelques intellectuels qui s'en rapprochent. Il y a Christophe Guillouis, quand il a diagnostiqué toute la France périphérique, etc., c'est des thèses qu'il avait flairées sur la réalité de ce que les Gilets jaunes. Un sociologue comme Michel Maffezoli, qu'on a reçu chez François, qui parle de l'ère des soulèvements et de la fin d'un monde dans son dernier livre. Il y avait Vincent Lordon, qui est sympathisant des Gilets jaunes intellectuellement. Oui, voilà. Donc, c'est pas non plus le désert du côté des penseurs qui essayent de penser cette réalité sociale, justement. Mais ce n'est pas le tiers-état. En 1789, nous avions le clergé, la noblesse et le tiers-état. Donc le tiers-état était déjà composé, constitué. Où est le tiers-état actuellement ? Il n'y a pas de tiers-état. Partout et nulle part, du coup, oui. Oui, mais il n'a pas été constitué. D'ailleurs, vous voulez intégrer les états généraux de la justice en tant que tiers-état. Exactement. Pour renverser cul par-dessus tête le clergé médiatique et de tous ces gens en robe noire qui viennent pour nous enfoncer lors des procès et qui ne sont pas là pour faire vraiment la justice. Nous sommes dans des palais d'injustice. Donc je mets le clergé médiatico-judiciaire ensemble. Et vous avez la noblesse de l'aristocratie. Ils ne sont pas Aristote parce que ce n'est pas les meilleurs, mais ils sortent de l'ENA, même si le Freluquet veut supprimer l'ENA, c'est pas une bonne chose. L'ENA a été dévoyée de son principe, qui permet de pantoufler et de se servir sur l'État. Et donc, quand on aura arrêté et empêché les allées-venues entre le public et le privé des énarques, on aura remis l'ENA dans son droit chemin, empêché un très haut fonctionnaire de pantoufler et d'aller dans le privé. S'il fait l'ENA, il reste toute sa vie dans l'administration. Mais pour autant, il ne faut pas qu'il y ait Vous avez Olivier Marleix, un député donc républicain, qui a fait une étude parlementaire, enfin une commission parlementaire sur le nombre de très hauts fonctionnaires français. Il est arrivé sur le chiffre hallucinant de 70 000 très hauts fonctionnaires, plus payés que le chef de l'État. C'est ce qu'il dit. Moi, je n'ai pas pu vérifier, mais il a dit qu'il a bataillé pour arriver sur ces chiffres-là. Il englobe quoi, tous les fonctionnaires de catégorie A+? Oui. Donc, moi, je pensais qu'il y en avait 250 à Bercy, puis une centaine ou 200, etc. Il est arrivé sur 70 000, qui sont plus payés que le chef de l'État. Ça paraît ahurissant, comme c'est ahurissant. Ouais. Mais donc, je voudrais donc lancer un appel à Olivier Marleix. Je voudrais voir sa commission parlementaire, parce qu'il a intervenu sur, c'est vos concurrents, sur fond noir, je ne sais plus comment ça s'appelle. Thinkerview. Voilà, Thinkerview. Ouais. Donc, il était intervenu là-bas, c'est là où il sort ce chiffre-là. Donc, j'étais vraiment sur le cul. Et donc, il a fait une commission parlementaire, donc c'est des vrais chiffres. Il a dit qu'il a bataillé pour avoir ces chiffres-là. Il fait la comparaison. Avant la régionalisation, il y avait 25 000 très hauts fonctionnaires. Nous sommes donc 20 ans après la régionalisation. En très hauts fonctionnaires d'État, il y en a 70 000. Alors que la régionalisation, on peut espérer que ces très hauts fonctionnaires aillent dans les collectivités. C'est même pas le cas. Totalement hallucinant. Donc, et pourtant, il faut dégraisser. On embauche des cabinets de conseil en stratégie pour faire en plus le travail que l'État obèse, si l'on peut dire, ne fait pas ou fait mal. Il faut dégraisser le mammouth. Et donc, il faut réaffecter tous ces très hauts fonctionnaires. Moi, je sais où les réaffecter. Les policiers, bon, c'est pas les policiers très hauts fonctionnaires, mais les policiers, ils iront faire les pompiers. Tous ceux qui ont cassé des crânes, ils iront faire les pompiers. Comme ça, ils restent dans le même ministère de l'Intérieur. Et puis, tous ces très hauts fonctionnaires, ils vont faire l'opposé. Ils vont faire du lien social au niveau local et mettre en relation la population française entre une petite grand-mère qui n'arrive pas à faire ses courses pour qu'elle puisse rester chez elle et un petit jeune qui ne sait pas quoi faire, qui tient les murs. Eh bien, il ira faire les courses pour la petite grand-mère. Est-ce qu'on a besoin de fonctionnaires pour ça ? Il faut bien les recaser quelque part.
Alors, avant de finir, je voudrais, vous avez beaucoup d'autres initiatives et actions. Vous faites un tour de France des cours d'appel. Vous avez créé plusieurs associations. Vous avez décroché les drapeaux de l'Union européenne pour Les upgradés. retrouver une Europe des nations, c'est ça? Vous voulez retrouver l'esprit de l'Europe de Gaulle et sortir d'une Europe fédéraliste. D'une Union européenne néo-fasciste, ultralibérale. Et donc, il faut savoir que si on décroche un drapeau de l'Union européenne, et si on met un grand E dessus, comme Cour européenne des droits de l'homme, comme Conseil de l'Europe, c'est ce que j'appelle une upgradation, on le upgrade, donc on le surclasse, on devient donc l'Europe des 47 pays, il n'y a que la Biélorussie qui ne fait pas partie de la Cour européenne des droits de l'homme, et donc je m'appuie, et toute ma tactique justement judiciaire s'appuie sur la Cour européenne des droits de l'homme, qui est encore un petit peu grâce... Et la Suisse, elle en fait partie. Il y a la Suisse, en fait partie, la Russie en fait partie, la Grande-Bretagne en fait partie, je monte en procédure accélérée de référé, et donc là j'ai encore quelques jours pour déposer, parce que c'est 6 mois après la décision de la Cour de cassation, qu'on peut faire donc Cour européenne des droits de l'homme, et donc je monte à cette Cour européenne des droits de l'homme, il y a 7 juges, et j'espère d'avoir un juge britannique, qui sont quand même plus à cheval sur les libertés, un juge finlandais par exemple, un juge suisse, même s'il y a un problème avec le Covid, la Confédération suisse est passée fédérale avec une loi Covid, et donc ils ont passé un référendum le 13 juin. Il y a eu une votation. Voilà, il y a une votation, et malheureusement les Suisses, enfumés par les médias, ont voté oui pour la loi fédérale. Ils l'appellent loi fédérale, ils sont dans une confédération. Alors moi j'essaie de faire une confédération européenne, mais une confédération, c'est-à-dire que c'est simplement un liant qui permet de faire remonter les meilleures initiatives d'une nation et de proposer aux autres nations de s'approprier cette idée-là. Mais dans lequel chaque nation garde sa souveraineté. Et chaque nation reste souveraine, etc. Comme les cantons suisses, mais là, même la Suisse, elle a viré les plus confédérales, elle est devenue fédérale. C'est le problème du fédéralisme. Et nous sommes dans une fédération européenne qui ne dit pas son nom. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'il faut décrocher le drapeau européen. Et donc, j'espère avoir plus que 4 juges qui comprennent justement ma tactique de terrain, ma stratégie judiciaire, pour ensuite faire condamner la France par la CEDH, qui permettrait ensuite de faire appliquer cette politique qu'on essaie de faire appliquer. Les prochaines élections, c'est les élections après les régionales où je me suis présenté, j'étais tête de liste Haute-Savoie. De l'Union essentielle. De l'Union essentielle. Donc, simplement pour comprendre, on peut faire appliquer cette politique que je propose justement dans le bouquin Résistance à l'oppression, donc le petit bouquin complémentaire, et donc d'expliquer la démarche. Et cette démarche, comment on peut faire tomber l'hydre à 7 têtes. Actuellement, c'est Méphistophélès, c'est le diable que l'on a actuellement à l'Élysée. Mais il y a 7 têtes. L'hydre, elle a 7 têtes. Et donc, il va falloir couper toutes ces têtes. Donc, vous avez également donc l'Union européenne, qui est une tête avec Ursula von der Leyen. C'est une tête de l'hydre de néolibéralisme. De la Commission européenne. Vous avez donc celle qui reste d'être présidente de la République française. Donc, ils vont la sortir du placard actuellement, qui est à la BCE. Donc, pour conclure, je voudrais vous demander, vous avez été multi-verbalisé suite en période de confinement et autres pour non-respect des attestations et autres. Vous avez eu plus de 15 amendes. Voilà. Est-ce que pour vous, le Covid a servi en partie de prétexte à l'oppression justement que vous dénoncez? Tout à fait, c'est encore une division supplémentaire. L'apartheid qu'ils ont instauré. Ouais, vous en avez parlé, mais est-ce qu'on l'a utilisé pour museler un peu des mouvements sociaux? Bien sûr, complètement. Mais c'est ce qu'a fait Hollande avec l'état d'urgence. Vous avez très bien vu la COP21, donc à Paris. Ça a permis non pas des terroristes, mais ça a permis de prendre des opposants politiques environnement sur des activistes des Verts et les amalgamer du terrorisme. Donc à chaque fois, c'est comme ça. Ils mettent toutes les lois de toute façon depuis au moins 10 ans, depuis Sarkozy, c'est de la merde dans un bas de soie. Ça enrobe bien, un joli bas de soie, ils nous mettent de la merde dedans. Mais vous avez comme la loi économie, donc c'était pour les petites entreprises, les micro-entreprises, c'était bien, c'était le bas de soie, et dedans ils nous ont mis la merde ADP, privatisation d'ADP. Donc à chaque fois c'est comme ça. Voilà. Donc c'est en permanence, on se fait avoir de cette façon-là. Et donc c'est pas que je vous parle de Vaseline et compagnie, parce que les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Mais les gilets jaunes, ils ont sorti, ils ont pas accepté la Vaseline.
Et donc, Ça ils leur en a ont pris coûté plein la cher. figure. Ça a coûté cher. Ils en ont pris plein la figure au sens propre. Les ouais. blouses blanches également, donc ça a coûté cher. Et là, ils s'en prennent plein la tête avec le Covid. Et donc, c'est pour ça que je lance le 4e mouvement. On a été donc indignés avec Stéphane Hessel. C'est mon premier texte fondateur. Indignez-vous, le petit pamphlet de Stéphane Hessel. Exactement. Enfin, petit essai plutôt de Stéphane Mais Hessel. 30 millions d'exemplaires vendus dans le monde entier, traduits en une centaine de langues, etc. Indignez-vous. Et ensuite, il a fait engagez-vous. Et je suis allé sur sa tombe qui se trouve au Montparnasse. Donc, Stéphane Hessel, indignez-vous. On a été ensuite Nuit debout. C'était bien pour éveiller un petit peu les consciences, montrer qu'on n'est pas en démocratie depuis 2008. Ensuite, ça a été donc les gilets jaunes. On s'est pris plein la figure. C'était ensuite le Covid. Parce que j'appelle ça, c'est une religion d'État. Ça se base sur des croyances et non pas sur des faits scientifiques. Ouais. C'est une religion. On va vous dire que vous mangez à tous les râteliers, en fait. Ah non, je tourne ma veste. Des fois, elle est côté Mossad. Et puis des fois, elle est jaune lumineuse. Mossad, MAU2SADE. Je sais pas. Et au sens triste, pas au sens du service secret. Sa veste, mais elle craque de tous côtés, au final. D'accord. Mais vous revendiquez de tourner votre veste sans être opportuniste. Exactement. Mais je ne suis pas opportuniste comme le chante Dutronc. Et donc, tout ça, il y a une cohérence, justement, d'indigné. Et donc, je lance sur vos ondes, aujourd'hui, le 5e mouvement, qui est le mouvement de la résistance à l'oppression, article 2 des droits de l'homme. Et donc, nous sommes des résistants à l'oppression. C'est qualifié par l'ONU, par le Parlement européen, par la Ligue de défense des droits de l'homme française. Je parlais au journal officiel, quand il y a des exactions policières, comme il y a eu sur les Gilets jaunes, eh bien, il y a une volonté délibérée, et je vais passer à l'IGPN tout à l'heure par rapport au coup de matraque, c'est pas grave ça, mais par rapport à l'agression que j'ai eue devant l'Élysée quand je faisais un direct avec des flics qui sont complètement hors sol, ils comprennent plus leur mission, les flics, on en a reçu beaucoup qui ont témoigné de leur... d'un certain mal-être dans la police. Oui, ils se suicident. Ceux qui comprennent ce qui se passe, ils se suicident. Et puis les autres, ils sont malades. Et vous avez les vrais malades qui ne savent pas qu'ils sont malades, qui viennent agresser la population en permanence. Ils ne sont pas là pour nous emmerder, ils sont là pour nous protéger normalement. Mais là, ils protègent que le pouvoir. Et donc, il faut maintenant lancer ce 5e élément. On va faire comme ça. Luc Besson. Voilà. 5e élément, multitâche. Nikita multitâche. Et donc, on fait maintenant la résistance à l'oppression. D'accord. Nous partons sur la résistance à l'oppression. L'allemand. Un préfet de police hors la loi. Le cas emblématique du premier anniversaire des Gilets jaunes. Voilà. Oui, Didier Lallemand, donc le préfet de police de Paris, c'est votre bête noire. Non, c'est une des têtes de l'hydre. De l'hydre. À cette tête. D'accord. Donc, il faudra lui couper la tête symboliquement, bien sûr, comme nous le ferons avec les homards. Les homards dégonflés. J'ai une très belle épée. Il en faudra un 8e, là, vu que le 7e est en train de... Non, je suis déjà au 9. Non, mais ouais, mais il se dégonfle. Mais il se dégonfle, c'est bien qu'il se dégonfle en plein direct, enfin, en plein enregistrement. C'est un symbole. C'est un très bon symbole, parce qu'en fait, nous avons des baudruches. Nous avons des politocards de baudruches. Il suffit de trouver le bon endroit pour les percer. D'accord. Et donc, voilà. Tout ça, c'est symbolique. Tout converge vers maintenant une sortie de crise. La sortie de crise, on va la proposer à Macron. Ces états généraux de la justice qu'on va essayer d'intégrer. On va faire le Tour de France des cours d'appel. Voilà, en tant que tiers d'État. Le Tour de France que vous prévoyez du 26 juillet au 3 septembre. Voilà. Donc, toutes les cours d'appel sont prévues de la métropole. Donc, on fait une semaine, on fait 4 cours d'appel. On revient sur Paris pour déposer des doléances au ministère de la Justice. On repasse la semaine suivante, on fait 4 cours d'appel ou 5. On peut en faire 2 dans la journée par Metz-Nancy. Donc, tout ça, vous allez sur espic.eu, comme Europe. Espic, c'est comme mon nom, et puis un .eu, comme Europe. Et donc, on va déposer ces doléances. Et à la fin, on demande au Conseil supérieur de la magistrature, où j'ai déjà déposé des plaintes, etc. Je dépose partout. Je suis partout. Hein. Vous êtes un peu procédurier. Non. Je suis c'est une tactique assumée, on l'a compris. C'est inversatoire. Ouais. C'est eux qui font de la quérulence sur des faits insignifiants. Ils font de la quérulence d'État pour traîner devant les tribunaux pour des actes en tordant le droit. Alors que moi, je remets le droit. Alors que eux, ils sont tordus. Ils tordent le droit pour nous embêter. Donc, c'est eux les quéruleurs. C'est pas moi. Et donc, moi, je fais inversatoire. Je me défends contre eux. Donc, je suis en cours d'appel. Si vous voulez toutes les dates. Donc, vous avez... On les retrouvera sur votre site. Merci beaucoup, Stéphane Espic, d'avoir relevé le défi de la vérité avec... un langage parfois fleuri ou des métaphores un peu salées, mais on l'aura compris, vous avez donc un engagement protéiforme qui s'axe ou se dirige vers vraiment le mantra de la résistance à l'oppression. N'hésitez pas à réagir en commentaire sous l'article sur France Soir, et puis nous suivrons donc vos prochaines péripéties. Vous permettez que je termine par ma devise sur francesoir.fr. Allez-y, je veux que vous en
vous enfilez votre tarte, Ma tarte de chasseur alpin, 7e bataillon de chasseurs alpins, 2e compagnie de combat, et j'étais à la section de renseignement avant. 93-12. Donc, Appelé. Votre engagement a une dimension patriotique. Oui, bah, c'est un mot que vous revendiquez. Même si je... Alors, ce que je voulais aussi vous annoncer, c'est que hier, par exemple, vous avez la préfecture d'Annecy qui a été envahie, enfin les jardins ont été envahis par des Savoisiens. Je soutiens donc leur Le 14 juillet dernier, parce que hier, on est... Bah, hier, alors on enregistre, mais à l'heure de la diffusion... Voilà, donc ce 14 juillet donc, 2021, ils sont rentrés donc, dans les jardins de la préfecture d'Annecy. Et donc, on peut se poser la question si ce n'est pas justement un acte de sécession qui commence à se faire, non pas pour quitter la France, mais pour rester justement sur la 5e République française comme elle devrait fonctionner. Et c'est le chef de l'État, c'est la caste au pouvoir qui ne respecte pas le droit français. La Savoie fait sécession pour rester dans la lignée de Charles de Gaulle. Et donc, on s'appuie sur une phase juridique de la Savoie annexée en 1860 par Napoléon III, qui n'a pas respecté le traité. Reprise à l'Italie. Donc voilà, pour envahir, enfin pour unifier l'Italie. En échange, l'Italie, Victor Emmanuel II, lui laissait la Savoie. Mais dans le référendum qui devait avoir lieu, il devait normalement laisser le choix à la population savoisienne, soit se faire attacher à la France, soit être attaché éventuellement à devenir le 27e canton suisse, ou bien se rattacher à Genève. On pouvait intégrer Genève en fait. On aurait pu être le 26e canton, enfin un canton genevois. Et donc c'est pour ça que moi j'ai une carte ici. Annecy fait partie du Genevois, donc c'est Genevois français. Et donc on peut se demander si l'acte d'hier d'intrusion dans la préfecture est un acte de sécession et que la Savoie reprenne son indépendance dans la lignée de Charles de Gaulle pour faire respecter la 5e République sur les terres de Savoie en s'appuyant sur la phase juridique du traité qui n'a pas été respecté par Napoléon III. Mais pour vous, c'est une tactique, parce que vous n'êtes pas indépendantiste. Je ne suis pas indépendantiste, non, je suis... Ce serait plutôt un moyen de pression, entre guillemets. Oui, tout à fait. C'est de montrer que le dévoiement de la France actuelle réveille des velléités d'indépendance et met en péril l'unité nationale française. Et donc, je fais dans ce cadre-là. Et donc, il faut savoir que Mussolini a envahi la Savoie, qui a violé une deuxième fois le traité. La France n'a pas présenté en 1947 à l'ONU, à l'Italie, comme quoi elle revendiquait les frontières de la Savoie. Et donc, c'est une faille juridique dans laquelle on peut s'engouffrer pour juridiquement dire que la terre de Savoie est colonisée par la France. Et donc, ça vient mettre le bazar dans le système, dans la fourmilière. Et donc, c'est pour ça que je terminerai par mon slogan « Nous à notre droit, droit à notre doigt, les doigts sont levés, V de la victoire, en se marrant et en chantant ». Merci beaucoup Stéphane Espic. Et merci à tous d'avoir suivi ce défi de la vérité. Et à bientôt sur francehistoire.fr. Au revoir.